Et je sais qu'à chaque fois que j'ai peur ou que je suis choquée, mon rythme cardiaque, il descend, il descend, il descend, et j'ai plus d'émotion. Ouais. Et je suis tout d'un coup décuplée, décuplée, décuplée de force pour aider l'autre. Oui. J'ai vécu plein de situations où tout d'un coup il y avait une femme au sol, en plein milieu de la rue, où au lieu d'être paniquée, d'être dans l'émotionnel, tout d'un coup je ressens plus rien et je suis en mode il va falloir que je l'aide, il faut que je téléphone à l'ambulance, il faut que je fasse ci, ça, 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 ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Ouais. Et je suis extrêmement performante. Quand je suis seule, je pense que c'est là que je suis le mieux alignée avec moi. Quand je suis seule, je revis, je renais, je respire, je recrée. En fait, tout ce que je suis s'amplifie dans ma solitude. Bonjour à tous. Sur cette chaîne, je vous parle de médiumnité et d'hypersensibilité. J'interviewe de temps en temps des personnes qui ont des parcours de vie atypiques, des personnes qui ont une sensibilité particulière, qui ont vécu des choses soit en lien avec le monde spirituel, soit des choses un petit peu au-delà de la norme. Moi, tous les parcours de vie qui sont différents m'intéressent beaucoup. Les personnes qui ont été par moments très bas, qui sont ensuite remontées vers quelque chose de plus lumineux. Si ça vous intéresse, tout ce que je partage sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est complètement gratuit. Moi, c'est quelque chose qui me soutient beaucoup. Ça vous permettra aussi de suivre les prochaines vidéos qui sont déjà prévues. Aujourd'hui, je suis avec Monique. On va parler un petit peu de sa sensibilité. Elle est vraiment très très sensible. C'est quelqu'un que je connais déjà depuis un petit moment. Elle dégage vraiment une super lumière. Vous allez voir qu'elle a une certaine douceur au fond d'elle. Ça se voit, ça se ressent aussi dans sa voix. J'espère que ce témoignage, que cette interview va vous plaire. N'hésitez pas à nous mettre aussi dans les commentaires ce que vous ressentez au fur et à mesure du dialogue, au fur et à mesure de ce tête-à-tête. Déjà, pour commencer, tu me disais que vers 6 ans, tu as perdu ton grand-papa. Et il y a eu quelque chose de particulier lors de son enterrement. Oui, en fait, quand il est décédé, mon grand-papa, je me rappelle, il y avait un grand couloir avec un téléphone. On avait des téléphones au mur à l'époque. Et je sais que ma maman a dit « Quoi, il est décédé ?» Et puis le mot décès, je savais qu'il y avait un lien avec la mort. Ouais. Puis je me suis dit « Mais mon grand-papa, il est décédé. Je ne le verrai plus. » Puis ça m'a fait un tel choc que je n'ai pas pleuré. Et là, je me suis dit, en voyant tout le monde pleurer, il faut que je change. Donc je me suis dit, il va falloir que je trouve un moyen de faire rire les gens. Oui. Parce que cette tristesse m'a tellement envahie que je me suis dit, je ne peux pas être triste moi aussi, c'est pas possible. Donc j'ai fait à l'envers du bon sens. Je me suis dit, non, mais toi tu vas être rigolote, il faudra que tu fasses comme un artiste si tu veux. Ouais. Et j'ai commencé à ne pas pleurer. J'ai très peu pleuré dans ma vie, voire tellement peu que dans mon corps, les choses se cristallisent. Donc au décès de mon grand-papa, à l'église, j'ai pas pleuré. Ouais. Donc j'avais l'air d'être insensible. C'était du style, elle est insensible la petite. Ouais. Alors Et que non. pas du tout. Ah non, c'était... Le choc, c'est quelque chose qui me cloue le bec. Ça peut être intéressant pour certains, mais je ne peux plus parler, je ne peux plus communiquer, je suis pétrifiée. Ouais. Et ce qui est très étrange, c'est que quand tu es choqué comme ça, c'est comme si tu comment on peut dire, anesthésiais. Et encore maintenant, si j'ai quelqu'un qui a un grand choc dans sa vie, et puis que je suis à côté, c'est très bizarre de dire ça, c'est comme si tout d'un coup, j'avais plus d'émotion. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai peur ou que je suis choquée, mon rythme cardiaque, il descend, il descend, il descend, et j'ai plus d'émotion. Ouais. Et je suis tout d'un coup décuplée, décuplée, décuplée de force pour aider l'autre. Oui. J'ai vécu plein de situations où tout d'un coup il y avait une femme au sol,
en plein milieu de la rue, où au lieu d'être paniquée, d'être dans l'émotionnel, tout d'un coup, je ressens plus rien et je suis en mode, il va falloir que je l'aide, il faut que je téléphone à l'ambulance, il faut que je fasse ci, ça, 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 ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Ouais. Et je suis extrêmement performante. Et tu as l'impression que c'est parce que tu es tellement sensible que ton corps, tout ton système t'aide. Il s'auto-anesthésie, on dit. Comme quand tu fais une anesthésie puis tu ne sens plus rien. Ouais, tu es figée en fait. Je suis figée. Mais le problème, c'est qu'il y a le contre-coup. J'ai toujours un contre-coup qui peut venir 5 mois, 6 mois après, où tout d'un coup, mais je ne peux plus bouger, je ne peux plus marcher. J'ai eu plusieurs fois des injections parce que je n'arrivais plus à avancer, etc., etc. Et depuis tes 6 ans, tu me disais que tu avais arrêté un peu de pleurer pendant longtemps. En tout cas, à mon souvenir, je pleurais très peu. Ouais. Très peu. Je ne sais pas, peut-être que ma maman va te dire que je pleurais beaucoup, mais moi, je ne me rappelle pas d'avoir beaucoup pleuré. Ouais. Une fois, oui, ou deux. Ouais. Mais contrairement à d'autres enfants, j'avais l'impression de ne pas pleurer. Par contre, s'il y avait une injustice, je pouvais claquer. Alors, j'étais une fortiche, je claquais toutes les portes. Ok. Ouais. Ouais, quand j'étais fâchée, je claquais très fort les portes parce que c'était tellement injuste que j'arrivais pas à crier, j'arrivais pas à pleurer. Du coup, je claquais les portes. C'est comme ça que ça sortait. Alors ça, ma maman, ça je l'ai entendu souvent, que j'étais une criseuse, comme elle disait. Peut-être ça aidait à faire quand même sortir quelque chose qui sortait pas beaucoup. D'ailleurs, j'aime toujours maintenant aller à la déchetterie pour jeter des bouteilles dans la benne. Ok. Ouais. Je sais pas pourquoi. Alors c'est horrible au niveau du bruit. Ouais. Mais ça te fait du bien de... J'ai l'impression de libérer des choses. Ouais. D'ailleurs, j'aime toujours aller à la déchetterie. Okay. C'est trop bizarre. C'est original en tout cas. Ouais. Tu me disais, après, un peu plus tard, vers 13 ans, tu as perdu ton oncle. Oui. C'était quelqu'un d'important pour toi? Très. En fait, ça a été important le jour où, pendant la nuit, je l'ai entendu dire « Vous vous trompez tous sur Monique ». Sur la petite, il disait. Vous vous trompez tous, vous verrez un jour, elle vous montrera quelque chose. Ouais. Et là, je me suis dit, oh, lui-même. Parce qu'il voit ce que moi, j'arrive pas à montrer et que je veux pas montrer. Et à 13 ans, je me souviens, il m'avait amenée à la Barboleuse, on avait un camp. Et j'ai encore une photo d'ailleurs où je suis sur une planche à roulettes. Puis il me tient pour faire de la planche. Puis comme il était très, très, très grand, puis très costaud, j'étais tellement heureuse qu'il m'avait amenée là-bas. Et il était barbu, et j'aime tous les barbus. Okay. Mais c'est quelqu'un qui me touchait profondément. Parce que j'ai entendu cette phrase, et je me suis reliée à lui par quelque chose d'invisible, puisque je ne montrais pas. Ouais. Et j'avais l'impression que lui me voyait. Comme t'es vraiment. Ouais. C'était un peu je le pense seul. Que j'ai clairement joué la comédie. J'ai pris un personnage comme un acteur de cinéma. C'est pour ça que j'aimais autant d'ailleurs Chaplin, on en parlait tout à l'heure. J'adorais Chaplin parce que j'avais l'impression que sous son air de clown, il était tellement triste. Ouais. Et je ressentais ça très fort. J'avais ces deux parties qui étaient enchevêtrées. D'ailleurs, un jour, je repars un peu de côté, il y a une dame qui m'a dit, de toute façon, toi, il n'y a jamais rien qui t'atteint. Ça te passe comme ça dessus. Ouais. Puis je me disais en dedans de moi, mais non, tu ne te rends pas compte. En fait, c'est comme si tu vois d'un côté la première facette des gens, mais derrière, tu vois tout de suite, s'il y a un sourire, tu peux comprendre qu'il y a une tristesse. J'entends tout le temps. Alors, je dis, je ne peux pas dire je vois, je dis j'entends. Je ne sais pas pourquoi, depuis petite, je dis j'entends. C'est comme si dans leur attitude, dans leur comportement, ce côté, oui, tout va bien, parce qu'ils parlent, j'entends. Mais j'ai eu otite sur otite sur otite. Et j'ai beaucoup de cicatrices dans les oreilles, j'ai encore des otites, je suis hyper sensible au bruit. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait des tests parce que j'entends trop fort. C'est peut-être pour ça que je parle doucement, mais j'entends. Ouais. Donc plus que la moyenne. Oui, alors j'ai une hyperacousie, ils appellent ça une hyperacousie. Ouais. Du coup, tu as l'impression que c'est un de tes 5 sens qui fonctionne le mieux. Et que dans tout ce qui est intuition, ça passe beaucoup par là. Oui. Ouais. C'est par le non-verbal même, si la personne ne parle pas, que je dis j'entends. Ouais, même si tu n'entends pas, si je comprends bien, c'est pas une voix qui te parle. Oui, c'est ça. Mais tu as l'impression que ça passe quand même par les oreilles, à quelque part. Oui, ça passe par les oreilles. Et ce qui est incroyable, c'est que même un SMS, je l'entends. Ah ouais. Qu'il n'est pas juste.
J'entends, c'est une question. Quand je parle de j'entends, c'est comme des sons musicaux. Tu sais, quand il y a un son, il y a une vibration, une fréquence. Voilà, c'est le mot juste. Ouais. Et même ce qui est non verbal, non visible, non entendu, j'entends la fréquence. Je ne peux pas expliquer autrement que comme ça. Ouais. Ouais, mais c'est pas dans le terme entendre comme on l'entend dans l'humain, Oui, mais c'est une sorte de mélodie intérieure. oui. Quelque C'est une chose. fréquence, c'est comme quelque chose de non... C'est comme les fréquences qu'on a quand on est face à face. Mhm. C'est vrai, c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment... Ouais. J'appelle ça auditif. Moi, je parle un peu d'ambiance. Je sais pas si ça te parle quand tu es à quelque part ou avec quelqu'un, il y a une espèce d'ambiance entre deux personnes ou entre une situation puis une personne. Et puis, il n'y a pas de nom pour décrire ça, mais énergétiquement, on le sent. On sent que c'est pas aligné. C'est ça. Ouais. Tu sens quand quelqu'un te dit « Ah, je suis contente pour toi » et c'est pas vrai. Ouais. Tu sens quand quelqu'un te dit « Ah ouais, c'est chouette » et c'est pas vrai. Ça veut pas dire que l'autre t'en veut, qu'il est jaloux, qu'il est méchant, parce que j'aime pas cette notion du gentil et du méchant. C'est quelque chose qui me parle pas. Mais c'est quelque chose qui peut-être reflète quelque chose chez l'autre qui n'est pas aligné et qui fait que pour moi, j'entends que c'est pas juste. Ouais. Comme une note de musique qui est un peu fausse, Ouais. qui est à côté de la plaque. C'est un peu ça. Et l'autre ne veut pas forcément du mal. Ça, je commence à vraiment le comprendre. Ça reflète quelque chose qui le rend peut-être triste ou malheureux. Ouais. Mais sur le moment, c'est dur parce que de comprendre que ce qui est triste pour lui n'est pas attaquable pour toi, c'est pas si simple parce que automatiquement ça te touche puisque tu entends quelque chose qui n'est pas juste. Ouais. Du coup, tu dois te dire, je dois comprendre d'où ça vient, pourquoi ça me touche. Et puis après, tu comprends qu'il y a quelque chose chez toi qui n'est pas fini, qui est peut-être pas acquis. Parce que si ça te touche, c'est que chez toi aussi, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Ouais. Peut-être que tu dois comprendre autre chose. Ça a l'air complexe hein, comme ça. C'est comme un labyrinthe qui est très fin. Puis petit à petit, le labyrinthe, il devient un peu plus large, plus large, plus large, jusqu'à ce que tu as 3-4 chemins, puis que c'est fluide, puis c'est pas grave si tu passes là ou là. Mais au départ, le labyrinthe, il est très serré. Ouais. Tu sais si tu as un cerveau en arborescence, enfin, tu te Moi, sens oui, comme oui, ça? oui, je suis sûre. Parce qu'en fait, je le sais depuis que je suis avec mon compagnon. Ouais. Parce qu'il me dit des fois, ouh là 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 là. Puis je dis quoi? Puis il me dit, mais je ne me suis pas rendu compte. Parce qu'avant, la personne avec qui j'étais, mon ex-mari, je ne pouvais pas m'exprimer. Maintenant, j'ose m'exprimer. Et je m'exprimais, mais ce n'était pas entendu pareil. Enfin, c'est une autre énergie. C'est deux personnes différentes et deux énergies différentes. C'est ça, tu as une ouverture différente aujourd'hui. Et puis, la personne avec qui je suis maintenant, elle m'entend et elle me voit comme moi, je ne me suis pas encore vue. Donc, il voit des choses lui-même que moi, je n'ai pas encore tout à fait compris. C'est intéressant. Ouais. Et ça, c'est exceptionnel parce que ça veut dire que l'autre, il te voit dans ton âme, en fait, dans ton non physique, que toi, tu dis, mais moi, j'ai encore pas acquis cette sagesse-là. Ouais. Ouais, ça fait un miroir, mais tellement prononcé qu'il arrive à ressortir des trucs. C'est respecté. Ouais. Au plus profond de qui tu es. C'est pas bloqué, c'est pas étouffé. Je laisse la personne être dans sa liberté. Bon, après, au début, quand on s'est connus, j'ai dit 3000 fois tu m'étouffes, je m'en vais, tu m'étouffes, je m'en vais. Il a tout de suite compris à qui il avait affaire. Ouais. Il s'est dit, ouh, la petite, là, je la laisse prendre son chemin. Oui, parce qu'en te connaissant un peu, tu me disais que tu as besoin d'espace. J'ai besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments seuls. Et c'est vital. Tu sais pourquoi tu arrives à expliquer ça aujourd'hui? Quand je suis seule, je pense que c'est là que je suis le mieux alignée avec moi. Quand je suis seule, je revis, je renais, je respire, je recrée. En fait, tout ce que je suis s'amplifie dans ma solitude. Je peux être dans la transmission au plus juste pour l'autre quand je suis seule. Ouais. Je ne peux pas le faire quand je suis étouffée, je ne peux pas le faire si quelqu'un
m'empêche d'avoir mes moments à moi. Un peu comme une méditation finalement. Oui, oui. C'est ça? Oui. Ouais. Et puis dans la nature, moi je vais en forêt ou dans un champ où, quand il y a de l'eau, c'est bon. J'ai plus de douleur physique. On ne peut pas expliquer ça. Je pense qu'on a tous notre truc. Ma grand-maman, je pense qu'elle m'a donné oui, d'ailleurs, cette passion. Ouais. On va en parler, il y a aussi eu quelque chose de Ouais. spécial avec elle. Si on reprend un peu dans l'ordre chronologique, tu as perdu ton papa à un moment donné. Oui. Et tu es arrivée de lui juste avant qu'il parte? Oui. Ma maman et mon papa ils se sont séparés. J'étais très petite, encore avant mon grand-papa. Mais après, de temps en temps, on le voyait, mais pas souvent parce que je n'aimais pas mon papa. Okay. J'avais peur de mon papa. Mais ça, c'est parce qu'on entend et on se construit avec les blessures d'une autre personne qui nous transmet ces blessures. Donc, automatiquement, on a un fonctionnement de « je l'aime pas, je suis pas bien avec », etc. Et un jour, pendant la nuit, j'ai rêvé de mon papa. Et je ne sais pas pourquoi j'étais en Italie. C'était des petits, tu sais, ces petites ruelles dans ces petits villages italiens. Et il était devant moi comme tu es, mais à la même distance qu'on est nous deux. Ouais. Puis j'ai dit, fous le camp. Je ne veux pas te parler, je ne veux pas te voir. Et je partais dans une autre ruelle et boum, il était devant moi. Et j'ai fait ça 5, 6, 7, 8 fois. Il était tout le temps devant moi. Jusqu'à un moment donné où j'ai eu super froid, je me suis réveillée. Ça me met beaucoup d'émotions, ça, parce que je me suis dit, mais il se passe quoi? Pourquoi j'ai rêvé de mon papa? Puis il s'est passé 2 semaines. Et là, j'ai appris que mon papa était décédé. Puis je me suis dit, mais merde, peut-être, pardon, j'ai dit un gros mot, peut-être qu'il voulait me parler, sauf qu'il était déjà décédé. Et je ne savais pas parce que mon papa, il vivait dans une pièce et il est décédé, il a eu une rupture, je ne sais plus comment ça s'appelle, au niveau de l'estomac, ce qui fait qu'il a fait une hémorragie interne et il est décédé dans sa cuisine. Mais comme il était en vacances et que la dame qui s'occupait de son linge était en vacances, ils l'ont retrouvé 3 semaines après, parce qu'au bout de 3 semaines, ben voilà, il y a des circonstances qui font qu'on se dit il y a quelque chose de bizarre dans l'immeuble, le courrier débordait, etc. Donc il était déjà décédé. Puis là, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai rêvé de mon papa, il était décédé. Puis quand on est allé visiter son appartement pour vider les lieux avec ma grand-maman, là, il y a eu un phénomène extraordinaire. C'est comme il n'y avait qu'une seule pièce. De la fenêtre, il y avait une petite fenêtre, il y avait vraiment le soleil qui traversait la pièce. Mais vraiment, tu sais, comme quand le soleil traverse les nuages, tu sais, ça fait ces belles... Et la lumière, elle arrivait pile poil sur la photo qu'il avait sur une étagère, ou une grande photo comme ça, où il y avait la tête de ma sœur et moi. Ah ouais. Et alors, j'ai 2 sœurs, hein, mais j'en ai une qui a que 15 mois de différence avec moi. Et c'était sur cette photo, on était les 2. Puis là, ben, automatiquement, ta tête, elle marche à 1000 à l'heure, puis tu dis, mais comment c'est possible ça? Tu dis, mais ça se trouve, il nous aidait, il nous aimait, puisque la photo est là. J'aurais pas pensé retrouver une photo de nous dans son appartement. Oui. Et là, j'ai eu beaucoup d'émotions. Je me suis dit, mon Dieu, mais il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi j'ai rêvé de lui? Puis on m'avait dit, tu pourrais allumer une bougie puis lui parler. Alors un soir, j'ai allumé une bougie, j'ai demandé à être toute seule. En fait, j'étais déjà seule. Quand j'y repense, j'avais 27 ans, j'étais célibataire. Okay. Donc je lui ai parlé. J'ai dit, j'essaye. Moi, j'ai dit, coucou papa, blabli, blablabla. Puis je lui ai dit, pardon, ça se trouve, tu nous aimais, j'ai pas arrêté de te pousser. Et je sais qu'avant de mourir, il était venu au salon de coiffure où je travaillais. Je devais avoir 20 ans. Donc bien avant qu'il meure, hein, puisque j'avais 27 ans. Et il voulait me donner de l'argent pour me dire, je suis ton papa. Je l'ai reconnu tout de suite parce qu'on ne peut pas louper. Hein. Il était tout petit comme moi. Et puis quand il a voulu me donner de l'argent, il tremblait parce qu'il était alcoolique. Et j'ai dit, fous le camp, je ne veux pas ton argent. Et je sais qu'il avait été venir aussi dans mon... J'avais une pièce dans des habitations féminines et je ne lui ai pas répondu. Donc j'avais beaucoup de culpabilité en fait.
Tu vois, 7 ans après, il s'est passé tout ça, j'avais beaucoup de culpabilité. Ouais, et puis j'imagine que cette lumière, elle t'a vraiment rajouté quelque chose dans ton cœur. Ça a ouvert une porte et puis je me suis dit, mais il se passe un truc, mais mince. Mais il n'est plus là. Je lui ai donné aucune chance. Au moins s'exprimer. Après, je peux lui dire, mais non, je ne suis pas d'accord, nanani, nanana, mais peut-être qu'il voulait s'exprimer. Ouais. Et puis son alcoolisme, ce qui est incroyable, c'est comme moi j'ai rencontré un mari qui vivait de l'alcoolisme aussi, donc jolie répétition, qui ne boit plus du tout. Du moment où je l'ai quitté, ça lui a fait un tel électrochoc qu'il ne buvait plus et qui ne boit toujours plus à ce jour. Et voilà, après tu quittes la personne, tu ne peux plus faire autrement. Donc maintenant il va bien, il ne boit plus, etc. Il s'est reconstruit moi aussi. Mais il y avait, à un moment donné, quand je vivais avec mon ex-mari, je suis allée aux Oliviers à Lausanne pour comprendre l'alcoolisme. J'essaie de trouver des solutions dans ma vie de femme avec mes enfants. Et je suis tombée sur une dame qui m'avait parlé de mon papa. Parce qu'elle me dit, oh, votre nom de jeune fille, c'est Marmé. Puis je dis oui. Elle me dit, mais j'ai connu un Claude, etc., qui est né le 5 mars, etc. Oh, c'était mon papa. Puis elle a pu me parler de la souffrance de mon papa, de l'alcoolisme et qu'est-ce que ça donnait sur la dépression, la souffrance, etc. Donc j'ai pu comprendre ce qui se passe, tu vois. Donc ça, c'était avant le décès de mon papa. Puisque j'étais... il y avait tout plein de... C'est toutes des choses qui sont arrivées, un peu de tout en même temps. Oui. Et quand j'ai allumé cette bougie, je lui ai exprimé mon pardon. Et je crois 2 jours après, j'ai rêvé de lui. Et là, c'était un phénomène assez surdimensionnel parce que j'étais dans la maison de sa maman, de ma grand-maman. Et j'étais dans la pièce qu'il adorait. Donc j'étais assise dans cette pièce. J'ai su par la suite que c'était la pièce qu'il adorait. Et c'était une pièce qui n'était jamais chauffée. Et je sais que j'avais très, très, très froid. Et tout d'un coup, j'ai été dos à la fenêtre et j'ai senti, j'ai dit, oh, il est là, dans mon rêve. Et en me retournant, il était derrière la fenêtre debout. Et là, j'ai ouvert la fenêtre, je me suis dit, papa, il faut que je te parle. Tu sais, j'ai essayé de te causer, mais moi, dans mon rêve, je ne savais pas si c'était la réalité ou un rêve, parce que c'était tellement réel. Puis là, il m'a dit, il ne faut pas que tu t'inquiètes. C'est moi qui te demande pardon, je t'ai entendu, je te remercie. Puis là, utiliser les mots que j'ai utilisés quand j'étais face à ma bougie. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, en me réveillant, je me suis dit, c'est pas possible. Ouais, donc hyper réel ce moment-là. C'est là que je me suis dit, il se passe un truc qui est non visible. Parce que moi, le monde de l'invisible, je ne le connaissais pas. Je parlais à mes anges depuis toute petite. Je faisais mes petites prières. Je disais, s'il vous plaît, les anges. J'ai toujours fait ça, je ne sais pas d'où ça venait. Puis je fais toujours, et je fais encore maintenant. Donc chaque fois que je fais ça, même dans ma voiture, j'ouvre toujours la fenêtre, puis je fais toujours comme ça. Puis je souffle dehors. Et je me suis dit, mais alors il y a quelque chose de beaucoup plus fort que dans ma tête, mes petits anges, mes petits trucs. Ouais. Par rapport à un défunt, c'était quand même la première fois où c'était aussi clair. Ouais. C'est ça. Ouais, c'était... Pour moi, c'était... Puis après, tu as tous les doutes. Ouais, non, c'est du hasard, c'est pas possible. Ouais. C'est pas vrai. Je me suis fait des histoires. Mais il y a eu d'autres épisodes. Oui. Et puis maintenant, alors, je suis complètement à y croire profondément. Ouais. Mais tu penses pas que vu que vers 6 ans, c'était très triste, en gros, on t'a fait croire qu'il fallait être triste, qu'il fallait pas sourire. Toi, tu as très vite commencé à sourire. Tu crois pas que tu avais déjà un peu cette vérité au fond de toi qui savait que c'était plus joyeux que ça? Alors moi, je me souviens que je me suis dit, le monde, ça va être horrible. Je vais pas tenir. C'est pas possible, c'est une douleur trop violente. De voir les gens tristes, et encore maintenant, je vais essayer de pas trop en parler parce que j'ai beaucoup d'émotions, je supporte pas les gens malheureux. Tu vois, j'aime pas quand les gens sont tristes. Donc si j'ai eu fait du mal aux gens, je l'ai jamais fait avec... comment on dit quand on préméditation. C'est jamais voulu. Je peux pas. C'est impossible dans mon être. Je peux pas faire du mal aux gens. Donc si j'ai dit des choses ou j'ai fait des choses, c'est que j'étais quelqu'un de très influençable, petite et ado et même potentiellement adulte. Je me faisais influencer parce que je me suis dit, si je suis comme on me dit d'être,
je serai automatiquement aimée. Je dois sourire, je dois être comme on me dit, je dois être une jeune femme parfaite, je dois être parfaitement habillée, je dois me maquiller, je dois ci, je dois ça, je dois là. C'est le je dois. Je dois. Moi, en fait, je suis, comme hypersensible, je suis rentrée à fond dans le moule. Ouais. Moi, je me suis fait le moule du parfait personnage du monde. Et je suis rentrée comme une grande dans le moule. J'ai dit, moi, je dois absolument être comme tout le monde. Donc, j'ai fait tout l'inverse de tout le monde. Donc, une suradaptation pendant des années. Plus qu'une suradaptation, parce que quand tu te suradaptes, tu es ce que tu n'es pas. Tu fais ce qu'on te dit de faire. Et même en couple ou dans mes relations, j'ai été manipulée. J'ai fait la femme parfaite, la maîtresse, en guillemets, de ton compagnon parfaite. Tu fais des dîners parfaits, avec des fleurs, avec des entrées, avec des trucs. Perfection, la maman parfaite, l'épouse parfaite. Ton corps, il pète, il claque. Ouais. Tu peux pas, c'est impossible. Ton corps, à un moment donné, il ne peut pas supporter cette suradaptation. Ouais. Et il tombe malade, il tombe malade, il tombe malade. C'est ça. Et d'ailleurs, ça aussi, on va en parler parce que c'est vraiment une étape importante. Ensuite, ouais, tu t'es suradapté pendant longtemps, comme tu disais. Oui. Puis vers 47 ans, tu as appris au niveau médical que tu avais une maladie. Oui. En fait, si tu veux, j'ai eu un premier déclic. J'ai mis un vernis à ongles, bizarre comme histoire, et j'ai commencé à me gratter. Alors j'avais déjà de l'eczéma depuis toute petite, donc il y a quand même une note, c'est aussi immunisant. Donc j'ai mis un vernis à ongles, j'ai eu mes jambes qui ont été attaquées avec des couleurs bleues très foncées, c'était violent. Je suis allée voir un dermatologue qui m'a donné un antibiotique qui ne passait pas, un deuxième qui ne passait pas, il m'a parlé de gangrène. Là, j'ai commencé à me dire, oh, il y a un truc qui n'est pas normal. Puis je me suis même dit, pour te dire à quel point je me suradapte, bon, au pif, on me coupe les jambes, je vais m'acheter une sorte de truc à roulettes là pour... Ah ouais, de chaise roulante. Je vais la customiser, je vais la faire rouge, je vais faire un truc joyeux. Non mais t'imagines, mais c'est pas normal d'être comme ça. Ouais. Et là, heureusement, la troisième série d'antibiotiques a effacé. Alors j'ai beaucoup de... À certaines périodes du mois, j'ai ces plaques qui reviennent, j'en ai de nouveau une là. Donc il y a quand même une mémoire qui est restée. Ensuite c'est parti, ensuite j'ai fait un gros burn-out. Et là ça a été très difficile parce qu'il m'a fallu 1 mois pour accepter l'idée que je ne suis pas parfaite et puis que je craque. Et ça a été un choc parce que le matin ma fille est arrivée, elle arrivait en face comme ça. Puis je me suis dit, purée, ça je sais que c'est ma fille, mais c'est qui? Ah ouais. Je ne me rappelais pas de son prénom, quel âge elle a. Puis là, je me suis dit, oh, non mais le clash au niveau du cerveau. Puis là, je suis partie chez le médecin, j'ai dit, j'ai un problème. Lui, là, puis je lui ai dit, donnez-moi un truc pour que ça aille mieux, vite, 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 je dois travailler. Puis là, c'est lui qui m'a obligée à me mettre à l'arrêt. Puis j'ai culpabilisé, parce que j'ai un patron qui est adorable. Puis je me suis dit, mon Dieu, le pauvre, il me donne une chance. Ça fait 4 ans que je travaille pour lui. Si je suis en burn-out, mais il n'aura pas d'argent, et culpabilité, et je ne suis pas parfaite. Oh là là, pénible. Ouais. Ouais. Et après, toujours plus mal, toujours plus mal. Je descendais du lit, des fois il me fallait 10 minutes pour poser le pied par terre, pour me dire, mon Dieu, j'arrive pas à me lever tellement j'ai mal. Et je suis repartie chez le médecin, puis je lui ai dit, écoutez, c'est la mode du gluten. Toutes les stars font le gluten. Ouais. Toutes ces grandes stars, puis tu sais, il y a un engouement dans les journaux. On voyait gluten-free, gluten-free. J'ai dit, faites-moi le gluten. Puis il m'a dit, mais non, vos analyses sont très très bonnes. J'ai dit, non, faites-moi le gluten. Puis là, je devais être à un taux de 5,7. J'étais à 120. Ah ouais. Puis là, il m'a dit, oui, il y a un vrai Puis problème. 5,7, c'est la moyenne. C'était, si tu veux, il y a une histoire d'anticorps. Si tu as un problème avec le gluten, tes anticorps, ils t'attaquent. Puis moi, à 120, c'est comme à 120 km/h, si tu veux. Ouais. Ils viennent, puis ils t'attaquent. Donc, ils te détruisent les vélocités. Bon, j'en avais carrément pas, moi. Hein. Au niveau de l'analyse, j'étais lisse, comme une patinoire. C'est pour ça que je mangeais, j'étais tout le temps aux toilettes et j'étais squelettique quand j'étais jeune. D'ailleurs, là, quand j'étais avec ma maman, la voisine du dessus, elle voulait porter plainte parce que j'étais tellement maigre. Puis je disais toujours, il n'y a jamais rien à manger. J'avais toujours faim, en fait. Ah ouais.
Ça tient pas en fait Ça à tient pas. l'intérieur. Il n'y a aucune vitamine, protéine qui tient. Ce qui fait que maintenant, j'ai une sensibilité dans tout. Alors je suis construite puisque je suis là, je suis debout, j'arrive à marcher. Mais c'est comme une maison avec un mauvais ciment. Ouais. Et là, elle m'a fait une gastroscopie, je ne sais pas si j'ai le terme juste, elle a fait des biopsies, puis là, elle m'a dit, moi j'avais peur d'avoir le cancer de l'estomac comme mon grand-papa, qui est décédé très jeune, quand même à 60 et quelques années, c'est quand même jeune. Hein. Mon papa a 53 ans, c'est quand même jeune. Ouais. Ouais. Elle m'a dit, vous êtes cœliaque, c'est une vraie maladie, avec des vrais symptômes, ce n'est pas psychologique. Mais là, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Je me suis dit, mais il y a une personne sur cette terre qui entend ma souffrance. Ouais. Parce que quand tu es petite et que tu dis que tu as mal, on te dit arrête ton cinéma, arrête de toujours te plaindre. Franchement. Donc toi, c'est pas de leur faute, hein. On connaissait pas tout ça. Mais tu te remplis avec un sentiment qu'on t'entend pas. Tu es persuadé que les gens ne t'aiment pas. Parce que si on ne t'entend pas, ça veut dire que ta souffrance n'a aucune importance. Ouais. Et quand tu manges, tu te dis, je mange, je suis en danger. Donc tu as l'instinct de survie qui fait que tu dois manger pour survivre, mais si tu manges, tu ne survis pas. Puisque cette cœliaquie est liée au gluten que tu manges et qui te détruit de l'intérieur, puisque tes anticorps viennent te détruire. Ouais. Donc le seul moyen, si je comprends bien, c'est d'arrêter complètement le gluten. Oui, moi je ne mange même plus de traces de gluten. Ouais. Ouais. Parce que s'il y a une trace et que je ne suis pas au courant, je commence tout d'un coup à trembler, à être pas bien. J'ai l'impression qu'on me dégonfle. C'est comme si on te dégonfle les muscles du corps, donc tu as l'impression de partir. C'est comme quand on dégonfle, tu sais, ces bonhommes qui sont tout gonflés, ils font... Ouais. Alors après, si je mange du vrai gluten, là, je tombe direct, quoi. Je n'arrive pas à me relever. Il faut me relever. Je suis comme un truc tout mou. Ça te fait une crise physique, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Comme une intoxication pour certaines personnes. Ouais. Et puis Alors, je suis heureuse maintenant. Parce que j'ai découvert des milliers de recettes. Quand je suis sortie de chez la gastrologue ou entérogastrologue, je ne sais plus comment on dit, je me suis assise, j'habite à Yverdon, à côté de la statue qui est à Yverdon. Et j'ai pleuré. Là, j'ai pleuré. Je me suis dit, attends, je suis seule, je dois me battre avec mes 2 enfants, j'ai presque pas d'argent. En plus, on m'enlève le seul truc qui me rend heureuse, la nourriture, qui est juste fabuleuse. J'adore manger, j'adore faire à manger. Ouais. Mais après, il y a eu le contre-coup, je me suis dit, bon, réfléchis, il y a sûrement plein de solutions. Et maintenant, en fait, c'est l'inverse. Maintenant, je m'éclate à créer des nouvelles recettes. Et sur les réseaux sociaux, il y a plein de jeunes. Je ne dis pas ça parce que j'ai un certain âge, mais les jeunes, elles te font des trucs fabuleux. Et puis, tu peux faire les recettes. Elles offrent ces recettes gratuitement. Et puis, la joie t'envahit, quoi. De nouveau. Donc, c'est quand même un soulagement d'avoir découvert que... Ça m'a amené à prendre ma place. Parce que quand tu veux être parfaite, tu ne prends pas ta place. Tu prends la place d'un acteur. Enfin, d'une actrice, puisque je suis féminine. Mais quand tu vas au resto, puis que tu dois dire au gars, écoutez, je ne peux pas manger de gluten, puis qu'il te regarde avec encore une qui veut se la jouer, Demi Moore ou je ne sais quoi, une actrice de cinéma. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais... Oui. Tu embêtes l'autre personne. Du coup... tu es dans une position où tu vas embêter l'autre, donc tu n'es pas parfaite. Ouais. Mais quand tu commences à te dire, mais si je mange du gluten, je suis en danger, tu sais que j'ai mis 8 mois pour aller au resto. Je n'osais pas aller au resto parce que je devais me mettre en avant puis dire, mais c'est sérieux, monsieur, faites attention. Ou quand ils me mettaient des croûtons dans la salade, je la mangeais quand même, je les mettais de côté, j'étais mal fichue parce que je n'osais pas dire non. Ouais. Pour toi, c'est clairement pas un caprice. Mais je n'osais pas. Non, Voilà. Mais il y a beaucoup, je sais pas, mais il y a aussi des gens, j'ai l'impression, qui font 1 mois, par exemple, sans gluten, mais pour voir ce que ça fait. Oui. Chez toi, c'est vraiment une nécessité. C'est une vraie maladie. Ouais. C'est ça. Tu peux pas en manger. Après, maintenant, j'arrive à leur dire, et puis j'ai mon petit côté acteur qui revient, du style, écoutez, il n'y a pas de souci. S'il y a du gluten, ça va être délicat, parce que je risque de vous mettre partout du chenille au sol. Puis vous allez devoir tout nettoyer. Puis ils sont là, je vais voir avec le cuisinier. Puis je dis, oui, c'est mieux pour vous.
j'exagère un petit peu. Donc je réutilise mon côté théâtral. D'ailleurs, j'adore le théâtre. Je voulais faire du théâtre, je voulais faire du burlesque quand j'étais petite, je voulais faire rire les gens. Donc il y a ce petit côté qui revient, mais c'est juste pour me protéger, parce que je risque de me retrouver assise par terre, c'est embêtant. Ouais. Et tu me parlais Maintenant, j'arrive à le dire. Oui, tu me parlais de tes mains, de ton côté créatif. Tu as toujours eu... Oui. T'as toujours eu ça? La créativité, je pense que c'est une vraie passion. Ça, c'est ma grand-maman qui m'a donné le virus. Je pense que quand je suis née, elle a dû venir dans mon berceau puis me faire une petite piqûre de créativité. C'est quelque chose qui... Je décolle du sol. Les soins, la créativité, la peinture intuitive, le bois. Je suis passionnée de bois. Je pense que c'est presque une drogue. J'arrive en forêt, j'en peux plus. J'oublie le temps. En fait, en forêt, je n'ai plus de notion du temps. Alors, j'en ai déjà pas habituellement, parce que je vais aller regarder tous les bouts de bois, les trucs. Et là, j'ai commencé à mettre en pratique. Je ne sais pas si ça va être aimé, mais j'aime l'idée de trouver un morceau de bois tout moche, tout fripé, plein de terre, plein de chenilles, puis de le travailler. Ouais. Puis de laisser aller l'intuition. Alors, j'ai pas d'outils pour faire un bol ou des cuillères, mais j'aime l'idée de le laisser brut, mais amélioré. Je ne sais pas si ça va être intéressant, puisque je commence. Mais c'est comme manger. C'est comme manger, j'adore. Et de faire des ateliers me permet de dire aux gens, parce que souvent les gens qui viennent en atelier, parce que je commence, c'est tout frais, me disent « mais moi je ne sais pas peindre, je ne sais pas ». Je dis « mais oui, vous savez, c'est juste qu'on va les aider un petit peu, les accompagner à faire sortir quelque chose qui n'est non cérébral ». Et le non cérébral, c'est difficile, parce qu'on est dans un monde où on utilise plus sa tête que son cœur et son ressenti. Ouais, ça rejoint beaucoup la méditation, ce que tu dis. Oui. C'est ça, Oui. je pense qu'on y Mais arrive tous. je médite aussi, parce que quand je médite, j'arrive de nouveau à me rééquilibrer. Parce que comme je suis dans un métier à 50%, qui est quand même très concret, je vais visiter les salons de coiffure, je vends de la coloration végétale, je roule, j'ai de l'administratif, donc il y a un côté quand même très carré, qui est moins dans... C'est de la créativité aussi, mais c'est du concret. Oui. Quand je suis dans la créativité, pour moi, c'est comme une bibliothèque universelle auquel j'ai accès, et ça, il n'y a pas de mental. C'est accessible, c'est automatiquement. Ça vient tout seul. Et ça te fait ton équilibre, je pense, entre ton job plus carré. Oui, ça permet aussi, mon job, on m'a donné la chance de travailler. Après, physiquement, je m'améliore avec la souffrance, mais mon corps, il me fait beaucoup souffrir, énormément. Et si je ne suis pas tout à fait alignée, là, il ne me pardonne pas. Je peux me retrouver d'une seconde à l'autre quand on discute. Alors là, c'est quelque chose qui est doux, qui est léger. Mais si je fais quelque chose, que je suis avec des gens dans un centre commercial où il y a trop d'énergie, je rentre comme ça, droite dans le centre commercial, je ressors, limite il me faudrait des cannes. Donc, ça, c'est difficile. Comme une éponge, quand même. Oui, c'est difficile, T'as l'impression que ton corps, c'est une bonne boussole aujourd'hui? Ça a toujours été, je ne l'ai juste pas écouté. Et d'avoir une maladie auto-immune, je pense que toute petite, ça s'est déclenché parce que j'ai été quelqu'un que je n'étais pas. Et je pense que je suis la seule des 3 filles, des 3 sœurs, à avoir une maladie auto-immune. Même ma maman ne l'a pas, même mes enfants ne l'ont pas. Ma sœur, elle est authentique, mon toute petite sœur, elle est authentique. Et il y a des gens qui ne me reconnaissent pas, qui m'ont dit « mais je ne te reconnais plus ». Et pardon à eux, c'est peut-être parce que j'ai osé dire des choses. J'ai osé tout d'un coup être un tout petit peu non parfaite. Et je peux les comprendre, qui ne me reconnaissent pas. Mais réellement, mais je suis encore plus moi, et encore plus douce, et encore plus aimante, et j'ai encore plus de cœur qu'avant. Parce que tout ça, c'était concentré dans une boîte. Donc maintenant, c'est un peu plus dur, parce qu'à 50 ans, j'ai eu encore une nouvelle porte qui s'est ouverte. Alors la porte de la ménopause, merci d'avoir ça.
pas très drôle. Mais en même temps, il y a eu une porte de cette boîte qui s'est vraiment ouverte dans l'hypersensibilité, encore plus. Parce que ça, j'ai entendu, mais j'ai partiellement écouté. Ouais. Tu sais, ce burn-out, la maladie cœliaque, j'ai partiellement écouté. Oui. Et à 50 ans, là, j'ai complètement entendu, puis maintenant, c'est un peu compliqué de gérer ce hyper partout. Ouais. Mais comme s'il a fallu quelque chose en plus, même si la ménopause, bah, forcément, c'est naturel. Oui. Mais il a fallu ça en plus pour que tu t'écoutes. Oui, alors je suis un peu lente, hein, je suis un peu comme les tortues, hein, il leur faut plusieurs années. Ouais. Je ne vis pas aussi longtemps qu'une tortue, j'aurais bien aimé, mais je suis, contrairement à tous les témoignages que j'ai entendus, que tu as faits, qui sont magnifiques, de ces jeunes qui ont déjà cette ouverture et qui acceptent leur sensibilité, mais bravo. Moi, je suis lente. Ouais. Mais bon, c'est pas, moi je suis pas convaincu que le rythme c'est très important, mais ce qui compte c'est que maintenant, parce que tu m'as parlé beaucoup de souffrance physique, maintenant ça va quand même mieux ou pas? Ça va beaucoup mieux. Je pense que j'ai perdu 30% de souffrance. Ok. Après, ben, y a le corps, il a grandi avec un déséquilibre, avec... Je pense que je peux de mieux en mieux aller. Ouais. Mais quand c'est comme si tu fais une maison. Si tu n'as pas les bons joints, si ton ciment n'est pas bon, il y a des infiltrations qui passent. Tu peux essayer de faire en sorte d'améliorer ta maison, de mettre des jolis rideaux, mais il y a... Ouais, je comprends. Ouais, tu as l'impression qu'il y a... Des fois, c'est très difficile. Des fois, j'ai beaucoup de tristesse. Mais après, ça revient. Comme s'il y avait très court. Ouais, comme s'il y avait une base qui était des fois un peu courbe, enfin pas très équilibrée. Puis maintenant, bah, tu te bats un peu pour... Puis ça se voit pas, puisque je suis joyeuse de nature. Ouais. Parce que l'avantage d'avoir été un personnage de dessin animé, ou de... D'ailleurs, quand j'étais petite, on m'appelait Calimero. Hein. Tu sais, le petit qui va dans sa coquille, qui dit c'est trop injuste. Ouais. On m'appelait comme ça, mais c'était vraiment trop injuste. Ouais. Donc... Mais c'est marrant, parce que Calimero, c'est pour moi celui qui se plaint souvent. Et puis toi, tu es un peu à l'opposé de ça. Oui, mais je me plaignais beaucoup quand j'étais petite. D'ailleurs, ma sœur, un jour, elle m'a dit « Je t'adore, mais franchement, c'est chiant, parce que tu as toujours un truc qui ne va pas. Et elle est adorable. Hein. Il y en a qui m'ont dit « Mais c'est dur. » Non. Elle me l'a dit quand j'étais prête à l'entendre. Ouais. Et je me suis dit « Mais t'imagines, ça veut dire que quand je suis avec ma sœur, je véhicule un truc qui lui fait du mal. Ouais. » Et ça, c'est pas possible. Donc, encore, il faut que je change. Oui. Mais maintenant, je comprends cette maladie. J'ai plus besoin d'en parler. C'est juste quand je mange pas comme les autres qu'on me dit « Oh, mais pourquoi tu manges pas? Tu veux pas manger de chocolat parce que tu veux rester mince ?» Ouais. Non. Je veux manger du chocolat, mais je peux pas manger celui-là. Ouais. Mais j'arrive à ne pas être vexée de tout ça. En fait, ça améliore quand tu tiques. Parce que je tiquais pour tout. Hein. Je te dis pas, tu me disais un truc de travers. Je tiquais. Parce que tout était tellement injuste que... Ouais. Avec ta grande sensibilité, tu as eu quelque chose quand même de particulier avec ta grand-maman, tu m'as expliqué. Oui. Alors déjà, ma grand-maman et moi, on était très liés. Les deux grand-mamans, mais principalement ce que j'appelle la grand-maman paternelle, parce qu'elle était très nature. Elle se maquillait pas. Elle était... elle était italienne, toute parfaite, toute bien maquillée. Elle était fabuleuse. Et c'était vraiment le côté très... beaucoup d'énergie, très mince, très active. Et l'autre, elle était plus au ralenti. Elle passait son temps dans la nature, elle avait son jardin, elle était toute nature dans toute son... Et je me sentais très proche physiquement et mentalement d'elle. Ouais. Et elle était seule, hein, parce qu'à l'âge de 6 ans, elle a perdu son mari, elle ne s'est plus jamais remise avec personne. Donc j'avais cette admiration pour cette femme seule qui s'en sortait et qui ne le montrait pas. Ouais. Et ça m'a donné aussi envie d'aimer cette solitude. Et ma grand-maman, un jour, a passé 90 ans, elle est tombée, elle s'est cassé le col du fémur. Donc elle est allée à l'hôpital d'Estavayer. Je suis allée la trouver une fois, puis la deuxième fois, je la trouvais très sombre. Elle avait l'air en colère, fâchée contre la société, fâchée contre le monde. Puis je me suis dit, mais elle n'est pas comme ça d'habitude, comme si elle n'avait pas envie d'être là dans cet hôpital. Tu sais, elle vivait encore dans sa maison, enfin dans son appartement, elle avait besoin de personne. Et la fois d'après, quand je suis allée la trouver, l'infirmière me dit, elle dort. Je dis, bon, je vais un petit moment. Et elle était comme ça.
Elle faisait vraiment des soubresauts. Puis moi, je me suis dit, wow. Donc j'ai mis instinctivement ma main droite sur sa main, parce qu'elle bougeait, et l'autre main, je l'ai posée vraiment sur son front. Et c'était incroyable. Je lui ai dit, tu sais, grand-maman, il faut te calmer, il faut te détendre. Il ne faut plus que tu t'inquiètes pour moi. Depuis toutes ces années à me dire, oh, je suis admirative, tu te bats. J'ai dit, maintenant, tout va bien. J'ai plus besoin de me battre. Tout va tout bien dans ma vie. Et même si tu veux partir, tu peux partir. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça. Hein. Je n'ai pas compris pourquoi je lui ai dit ça. Et en fait, elle s'est calmée tout de suite. Tout de suite. Elle a eu la respiration qui est devenue beaucoup plus posée. Elle ne se secouait plus. Elle est restée très très calme. Je suis restée un quart d'heure avec elle, puis comme elle ne se réveillait pas, j'ai dit, j'y vais. Et arrivée dans la voiture, j'ai appelé ma sœur, je lui ai dit, il faut que tu ailles voir grand-maman, elle va mourir. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, j'en sais rien. Enfin, je suis plutôt quelqu'un qui va dire, tout va bien, tout va bien. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Ouais. Avec ma grand-maman et puis avec la fille d'une de mes amies. J'ai su qu'elle était à l'hôpital et là, je m'en suis terriblement voulu parce que je savais qu'elle était partie déjà, alors qu'elle n'était pas partie. Hein. Ouais. Mais son âme était déjà... Oui. Puis ça, c'est un sentiment que j'aime pas tellement. Parce que je suis tellement positive, je suis tellement à me dire, ça va aller, t'inquiète pas. Mais là, l'information, elle était d'une pureté et d'une fluidité. Alors, je lui ai quand même dit, il faut garder courage. Mais moi, à l'intérieur, j'entendais. Je sais pas. Et c'est dur parce que tu sais que l'autre va souffrir puisqu'elle ne reverra plus sa fille, mais c'est clair, quoi. C'est comme de l'eau. Ouais. Comme si c'était écrit et puis tu avais capté Je le savais. Ouais. Et j'aime pas ce sentiment. J'ai l'impression de plus avoir cet espoir pour le donner à l'autre. Mais après, j'ai su lui dire, va lui parler. Vu que c'était comme ça, hein. C'était très mauvais le diagnostic, on est d'accord. Hein. Mais je ne savais pas que le diagnostic était mauvais, mais moi j'avais déjà cette information. Et quand tu as vécu ça au niveau de tes mains que tu as mis sur le front, est-ce que ça t'a aidé? Ma grand-maman. Ouais. Est-ce que ça t'a aidé pour les soins, parce que tu fais des soins énergétiques? Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu naturellement parce que mon petit, il est grand maintenant, mon fils, quand il était petit, il dit maman, viens. Puis il prenait ma main, puis il mettait là, puis il disait après ça va mieux. Ouais. Puis je me disais bon. Puis après, quand il s'est fait arracher des dents aussi chez pas le dentiste, celui qui met les dents, les bagues aux dents. Ouais. Il a beaucoup souffert pour les 4 premières, puis les 4 prochaines, il m'a dit il faut que tu viennes avec moi. Puis j'ai demandé l'autorisation au gars. Puis j'ai dit écoutez, je vais juste faire un petit truc, si vous me permettez. Il était assis à côté. Et puis j'ai pris les mains de mon enfant, puis j'ai dit écoute Arthur, on va parler ensemble. Et je lui ai dit, avant je lui avais dit tu me feras confiance, il m'avait dit oui, donc il y avait un travail à 2. Et il n'a rien senti. Ouais. Il n'a rien senti. Et pourtant il y a une dent, le gars me disait qu'il n'arrivait pas à l'arracher. Mais c'est fou, c'est comme si tu as réussi à l'anesthésier avec l'énergie. Mais tu sais, après il y a le lien maman-enfant, et notre collaboration, on était OK les deux. Et moi je suis sûre de ça. Je suis sûre. Parce que quand j'ai très mal, quand je conduis, puis que je fais 400 km dans une journée de travail, puis que j'ai mal, j'ai des douleurs, j'éteins la radio, puis je chante. Bon, je ne chantais pas avec mon enfant. Moi. Enfin, oui, quand j'étais enceinte, je chantais tout le temps, mais je chante des mots que je ne sais pas d'où ils viennent, des trucs trop bizarres, et j'ai plus mal à mon épaule. Je ne peux pas parler que je suis guérisseuse, parce que pour moi, ça me paraît un peu trop énorme. Ouais. Mais je sais que quand je fais un soin, les gens sont tout bien quand ils partent. Je ne peux pas dire que je vais guérir un problème de genou, tout ça, parce que je n'arrive pas à imaginer cette intensité, ou peut-être je n'ai pas assez confiance, je ne sais pas. Ouais. Mais je sais que la personne, elle est toujours bien. Ouais. Toujours. En tout cas, ça apaise, toujours. Ça amène un plus, toujours. Il y a un sentiment de se sentir bien, d'avoir eu un moment de relaxation profonde. D'ailleurs, souvent, les gens, ils ronflent, ils dorment. Ouais. Est-ce que, quand tu reprends un peu tout ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais transmettre à quelqu'un qui est hypersensible, ou en tout cas qui est très sensible, mais qui n'arrive pas à se trouver, qui est dans une phase un peu plus sombre? S'aimer, c'est le truc le plus dur.
apprendre à s'aimer, c'est facile à dire, mais très difficile à faire au quotidien. Et puis vraiment se dire, je pense qu'on l'a entendu plusieurs fois dans tes vidéos, vraiment se dire que reste tel que tu es. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Parce que quand on essaie d'être quelqu'un d'autre, on le fait parce qu'on a l'impression qu'on sera mieux aimé. Ouais. Parce qu'on se dit, si je vais dans le sens, on m'aimera. Et si je ne vais pas dans le sens des autres et que je suis dans mon sens, comme je suis différent, particulière, j'ai d'autres sensations, je sens que je ne suis pas dans les normes, etc. Ben là, on se dit, il n'y aura personne qui va nous aimer. Mais moi, j'ai encore dit ça, je ne sais pas si c'est aujourd'hui à mon fils, j'ai dit, le plus important, ce n'est pas le nombre de personnes qui vont t'aimer, c'est le nombre de peu de personnes qui vont te voir. Parce qu'on a très peu de temps dans la vie, parce qu'on est occupé. Donc ce peu de temps qu'on a qui est comme ça, est équivaut au peu de personnes qui nous voient réellement, et c'est suffisant. Ouais. Et elles t'aimeront tel que tu es. Ouais. Tel que tu es. Et le noir n'est jamais noir tout le temps. Il y a toujours quelque chose après. Ouais. Tout le temps. Je sais que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre parce que j'ai eu aussi un passage très dur, mais il y a toujours la remontée. Tout le temps. Ouais. Et si tu as deux personnes ou même une qui te voit et qui t'aime, c'est cette lumière. C'est ça. C'est elle qui met la lumière à côté de toi pour que tu la vois. Ouais. Parce que des fois, tu ne la vois pas. Ouais. Il suffit d'une lumière dans une pièce complètement sombre pour la voir. Tu n'as pas besoin d'en avoir 10 000. Tu n'as pas besoin d'être dans la population. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais moi, je comprends ça maintenant. Et mes enfants sont déjà en avance. Et ça fait du plaisir. On n'est jamais tout seul. Jamais. Même à l'école, quand on a des lunettes pour la première fois et que personne n'a des lunettes, tout d'un coup, il y aura un élève qui aura des lunettes. Moi, je dis ça parce qu'à l'époque, c'était pas trop la mode. Ouais. D'avoir Ou d'avoir les cheveux roux, des taches de rousseur, enfin, tous ces trucs-là. Ouais. Ouais, en tout cas, ce qui ressort chez toi, c'est beaucoup le côté positif, même si voilà, tu as des douleurs physiques, tu as des choses qui sont moins cool. Je suis née avec cet émerveillement. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a donné. Je pense qu'on me l'a donné. Si je ne l'avais pas, je ne serais pas en train d'être dans cette positivité. Ouais. Tout est... Je vois toujours l'infiniment petit. Et ça, je le sais parce que mon compagnon ne voit pas la majeure partie des choses que je vois. Et je fais la photo pour qu'il le voie. Et sur la photo, il me dit « Oh, mais c'est où ?» Je dis « Regarde, c'est là. » Et là, il ne le voit pas. Sur la photo, il le voit. Ouais. Donc j'ai toujours vu l'infiniment petit. Et je pense que c'est ce qui fait que je vois l'infiniment petit dans l'être. Et ça, c'est comme si tu t'aimes pas ou que tu es dans le noir, une toute petite lumière, tu la verras. Ouais. Je pense que je suis née comme ça. Donc même la personne qui est au plus bas, tu arrives à voir sa lumière. Toujours. C'est Toujours. Je ne vois pas le mauvais. Je ne sais pas si c'est les bisounours, comme on me dit souvent. J'ai des amis qui me disent toujours, Monique, les bisounours. Peut-être. Peut-être, oui, peut-être que c'est ça. Mais j'arrive pas à voir. C'est comme j'arrive pas à voir que les gens sont profondément mauvais. Ouais. Je me dis, ils ont peut-être quelque chose. Oui, il y a sûrement. Mais peut-être j'ai pas envie d'y croire ou j'ai pas envie de voir le téléjournal triste. J'ai pas envie de voir ces drames. J'ai pas envie de voir ça. Ouais, j'ai envie de véhiculer du positif. C'est ça, tu n'as juste pas envie de nourrir le message que c'est D'ailleurs, lourd. le téléjournal, je le regarde une fois par semaine peut-être. Ouais. Je veux pas tout ça. J'ai conscience de ce qui se passe dans le monde, justement parce que je suis hypersensible. Je ne suis pas en train de rejeter tout ça, bien au contraire. Je le vois très bien. Et j'ai même pas besoin de le voir à la télé, on le perçoit. C'est ça. On est sur une planète vibratoire. Ouais. Quand on a les pieds au sol, on ressent que c'est triste, on ressent dans la nature, on ressent tout ça. Il n'y a pas besoin d'en faire de se concentrer plus là-dessus du moment qu'on est conscient. Ouais. Puis j'ai envie de dire, mais véhicule du positif, tu recevras du positif. Ouais. Ouais. Voilà. Bah, merci je t'en pour prie. ton temps. Merci d'avoir pensé
à ce moment ensemble. C'était super. Oui. Merci. Merci beaucoup.